Ça fait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo droit et photographie et je me suis dit que j'allais vous résumer dans ce podcast illustré par différents visuels quelques nouvelles récentes concernant l'IA. Alors je rassure aussi ceux qui en ont marre, parfois comme moi d'ailleurs, d'entendre parler de l'IA du matin au soir. Les deux livres sur lesquels je travaille pour l'instant n'ont absolument rien à voir avec l'IA, donc je suis surtout, j'essaye d'être en tout cas sur tous les fronts en même temps. Mais donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs informations tenant à la fois à des questions de droit d'auteur et à des questions de droit à l'image et de vie privée, et donc toutes en rapport avec l'IA. Alors, dans la première information que je vais vous proposer aujourd'hui, les questions de droit d'auteur. Et avant d'aller un peu plus loin, je vous rappelle que dans les explications que j'avais proposées dans mon ouvrage, j'avais distingué entre deux phases qui appelaient toutes deux des questionnements très importants en matière de droit d'auteur. Si on prend comme point 0 le moment où un utilisateur de l'IA générative, vous, moi ou n'importe qui d'autre, se met devant son ordinateur pour créer un contenu, que ce soit une image, une photo, ce dont je parle le plus souvent, ou un contenu littéraire, ou un contenu musical, etc., on prend ce point-là comme point 0, et bien il y a deux phases à distinguer. Tout ce qui se passe en amont, c'est-à-dire toute la partie qui concerne des droits d'auteur des auteurs des œuvres préexistantes qui ont été utilisées par les IA dans leur phase d'apprentissage. Ça, c'est toute la phase amont, je ne vais pas vous en parler immédiatement. Dans l'information dont je vais vous parler, il est question par contre de la phase aval, c'est-à-dire est-ce que oui ou non, le créateur le contenu qui a été créé avec l'IA générative est susceptible d'une protection au titre du droit d'auteur, ou éventuellement d'ailleurs à un autre titre si on crée un jour un droit particulier pour ce type de contenu. Et si vous regardez dans la carte mentale que je vous affiche maintenant dans mon explication, le point 0 il est au centre. À gauche, on a tout ce qui est en amont et vous voyez une série de procédures qui ont lieu dans différents pays. Alors, elle n'est pas encore complète, il faut que je la complète au fil du temps et que je m'y remette. Mais donc, toutes ces procédures dans lesquelles des auteurs ou des syndicats qui représentent des auteurs assignent des IA pour voir reconnaître les atteintes éventuelles à leurs droits d'auteur sur différents contenus qui ont été utilisés pendant la phase d'apprentissage. Là, pour l'instant, je ne m'y attarde pas, même si c'est évidemment la question fondamentale, parce que pour moi, on ne peut pas résoudre la phase aval si on n'a pas d'abord résolu la phase amont. Mais bon, c'est une autre question. Et donc, à droite, dans ma carte mentale, vous avez une partie des procédures qui sont actuellement en cours concernant des images fixes pour déterminer si oui ou non un contenu qui est créé avec une IA est susceptible ou pas d'être protégé par un droit d'auteur. Donc ça, c'est pour l'introduction avant de vous parler de l'affaire en question. Venons-en à présent à cette affaire Thaler, qui a donné lieu à une évolution il y a 2-3 jours. Monsieur Thaler est un ingénieur américain qui a créé une IA générative qui s'appelle Creativity Machine, et il a utilisé sa propre IA pour générer l'image reproduite pour l'instant à l'écran qui s'appelle A Recent Entrance to Paradise. Et ensuite, il a tenté de déposer cette création auprès du Copyright Office américain en faisant état de la titularité des droits qu'il détenait selon lui, non pas au titre d'utilisateur de l'IA, mais au titre de créateur de l'IA elle-même, puisque c'est lui qui l'avait programmée. Et donc, il estimait qu'il avait droit à se voir reconnaître un droit d'auteur. Alors, c'est très important. Ici, la distinction entre le fait qu'il agissait en tant que propriétaire de l'IA ou qu'utilisateur de l'IA dans mon podcast d'aujourd'hui n'est pas fondamentale, mais potentiellement, ça l'est. Puisque si on avait reconnu un droit d'auteur au propriétaire de l'IA, imaginez tous les droits d'auteur dont disposeraient désormais tous les propriétaires d'IA, OpenAI, Midjourney, etc., sur toutes les créations qui ont été faites depuis 2022. Mais bref, pour l'instant, il s'agit simplement de déterminer si oui ou non un contenu créé avec l'IA générative peut ou ne peut pas être protégé par le droit d'auteur. Et donc, devant le Copyright Office, il s'était fait renvoyer dans ses buts parce que le Copyright Office avait refusé de prendre en considération une création générée avec l'IA, estimant qu'il n'y avait pas de créateur humain et que dès lors ça ne suffisait pas. Il faut savoir que d'ailleurs depuis cette première décision, des préceptes ou des principes d'interprétation ont été publiés et mis à jour par le Copyright Office qui justement écartent clairement et de manière expresse tous les créateurs non humains, enfin les créations générées par un créateur non humain.
Mais donc là, la première décision, elle date de février 2022, 14 février 2022. Donc ça, c'est la décision par laquelle le Copyright Office déboute M. Thaler et le renvoie dans ses buts en refusant le dépôt de cette œuvre au titre des œuvres protégées par cet office. Alors, suite à ce refus en février 2022, M. Thaler a saisi la justice pour obtenir l'annulation de la décision du Copyright Office et donc pour se voir reconnaître la possibilité de déposer son contenu en tant qu'œuvre protégeable. Mais à nouveau, dans une décision qui a été rendue en août 2023, et j'en parlais déjà dans mon bouquin puisqu'il est sorti après, la juridiction saisie a rejeté à son tour les demandes de M. Thaler et dit notamment ceci par rapport à la décision du Copyright Office, je cite, « En refusant l'enregistrement, le Copyright Office a conclu qu'aucun droit d'auteur valide n'avait jamais existé sur une œuvre générée en l'absence d'implication humaine, ne laissant rien du tout à enregistrer et donc aucune question quant à savoir à qui appartenait cet enregistrement. La seule question qui se pose est donc de savoir si le Copyright Office a agi de manière arbitraire ou capricieuse ou en violation de la loi en parvenant à cette conclusion. Le registre, donc le Copyright Office, n'a pas commis d'erreur, selon la Cour, en refusant la demande d'enregistrement du droit d'auteur présentée par M. Thaler. La loi américaine sur le droit d'auteur ne protège que les œuvres de création humaine. Le plaignant observe à juste titre qu'au cours de sa longue histoire, la loi sur le droit d'auteur s'est avérée suffisamment malléable pour couvrir les œuvres créées avec ou impliquant des technologies développées bien après les supports traditionnels d'écrits mémorisés sur papier. En fait, cette malléabilité, toujours selon M. Thaler, est explicitement intégrée dans l'incarnation moderne de la loi sur le droit d'auteur qui prévoit que celui-ci s'attache aux œuvres originales de l'auteur, fixées dans tout moyen d'expression tangible, connu à l'heure actuelle ou développé ultérieurement. Le droit d'auteur, toujours selon M. Thaler, est conçu pour s'adapter à cette époque. Fin de citation. Mais malgré ça, la Cour a donc rejeté les explications et la demande de M. Thaler en estimant notamment, je cite, « Le Copyright Office a raison de dire que la paternité humaine est une partie essentielle d'une revendication de droits d'auteur valide et que les droits d'auteur ne sont pas des droits de propriété intellectuelle. Par conséquent, la demande de M. Thaler est rejetée et la demande reconventionnelle du Copyright Office est acceptée. » Fin de citation. Et donc, M. Thaler a ensuite saisi la Cour suprême. Et au niveau de la Cour suprême, c'est encore plus rapide à expliquer puisque le 2 mars 2026, la Cour suprême a décidé qu'elle n'allait pas statuer sur le fond, elle refuse d'examiner ce recours et elle estime en effet que il ne peut y avoir de question de droit d'auteur que lorsqu'il y a un auteur humain. Point. Voilà, donc on en est au point de départ et pour l'instant, par principe, le Copyright Office est conforté dans sa décision de ne pas accepter de dépôt d'un contenu en tant qu'œuvre si ce contenu a été généré essentiellement par l'intelligence artificielle. Voilà donc où on en est à ce niveau-là, mais évidemment les batailles ne sont pas finies. Alors ça ne veut pas dire pour autant que je suis favorable à une telle reconnaissance, loin de là en fait. Mais par contre, ça veut dire que dans l'état actuel, la voie semble être relativement bloquée pour les utilisateurs de l'IA s'ils veulent se voir reconnaître un droit d'auteur sur leur création, en tout cas aux États-Unis, mais évidemment des batailles identiques ont lieu dans pas mal de pays. La deuxième information dont je voulais vous parler concerne toujours le droit d'auteur, mais cette fois-ci la phase amont, c'est-à-dire précisément la protection ou tentative de protection des auteurs d'œuvres préexistantes face à l'utilisation massive de ces œuvres dans la phase d'entraînement des IA génératives. En décembre 2025, une proposition de loi a en effet été déposée à ce sujet. Le but de la proposition de loi est d'ajouter au Code de la propriété intellectuelle un nouvel article qui porterait le numéro L331-4.1 et dont la finalité serait de renverser la charge de la preuve, c'est-à-dire de considérer par défaut que, je cite, « l'objet protégé par un droit d'auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été exploité par le système d'IA dès lors qu'un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation. » Fin de citation. Dans l'esprit de cette proposition, ce ne serait donc plus à l'auteur qui estime qu'une IA a conçu un contenu proche de son œuvre originaire de démontrer que l'IA s'est bien servie de cette œuvre, mais à l'utilisateur du contenu ou à l'exploitant de l'IA, ça c'est pas encore très clair, de démontrer le contraire. Voici comment les auteurs de cette proposition sur le site officiel du Sénat en décrivent les finalités. Je cite. Le premier objectif est de restaurer l'effectivité des droits en allégeant la charge de la preuve. Au lieu de la preuve de l'exploitation d'un contenu culturel pour entraîner un modèle d'IA, quasi impossible à rapporter sans une transparence totale de la part des fournisseurs d'IA, le mécanisme de présomption requiert la preuve d'un fait connu, plus simple à rapporter.
La présomption est fondée sur la vraisemblance de ce qui advient le plus souvent. Lorsqu'une IA générative produit un contenu à la manière d'un contenu protégé ou dans le style d'un créateur ou d'un auteur, il est vraisemblable qu'elle a utilisé les contenus de ce dernier. Il en est de même lorsque l'IA régurgite des extraits ou des éléments d'une œuvre ou d'un bien protégé, lorsqu'elle en développe une analyse ou lorsqu'il existe des ressemblances entre l'objet protégé et le contenu généré. La vraisemblance de l'utilisation peut encore être soutenue par des expertises techniques ou des articles scientifiques portant sur le fonctionnement précis de certaines IA génératives ou sur leur chaîne d'approvisionnement. Ainsi, de nombreux faits ou indices en lien avec le développement ou le déploiement du système d'IA ou dans le résultat généré par celui-ci peuvent rendre vraisemblable l'exploitation du contenu protégé. Le second objectif de cette présomption est de dissuader les acteurs de l'IA d'adopter certains comportements ou, à l'inverse, de les inciter à en suivre d'autres. La règle de droit a un effet prophylactique. Aussi, la présomption n'est pas qu'un outil contentieux, elle a également pour objectif de favoriser l'émergence d'un marché éthique et compétitif, conciliant soutien à l'innovation et préservation de la culture, hors de tout procès par le simple effet incitatif de la règle. Depuis plusieurs mois, l'idée d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA fait son chemin au sein de l'Union européenne. Cette idée est mentionnée dans le rapport de l'IA sur l'IA et le droit d'auteur du député européen Axel Voss, qui sera examiné en commission des affaires juridiques, etc. Par cette proposition de loi, le législateur français entend être un précurseur et susciter un élan auprès de ses partenaires européens pour rééquilibrer le rapport de force entre titulaires de droits et fournisseurs d'IA. Fin de citation, on verra ce que ça donne, affaire à suivre. L'information suivante dont je voulais vous parler est toujours en lien avec le droit d'auteur et illustre en quelque sorte l'utilité de la proposition de loi dont il vient d'être question. Je vais vous parler précisément de régurgitation, c'est-à-dire du fait qu'une IA recrache quasiment à l'identique une œuvre préexistante. Les lecteurs de mon livre ou les personnes qui ont déjà suivi mes formations sur le sujet se souviendront sans doute de l'exemple que j'ai donné à propos de la régurgitation par Midjourney de la célébrissime photo de la jeune fille afghane de Steve McCurry. Vous connaissez tous cette photo désormais légendaire et les IA la connaissent aussi. Ainsi, inspiré par un test qui avait déjà été fait à l'origine en novembre 2022 par un autre utilisateur de Midjourney, j'avais réalisé à 2 reprises ensuite un test simple consistant à donner en guise de prompt juste les mots Afghan Girl à Midjourney pour voir ce qu'il allait sortir. Et voici les 3 résultats obtenus au fil du temps tels qu'ils apparaissent aussi dans mon ouvrage, c'est-à-dire le résultat de l'autre utilisateur fait en novembre 2022, où là on voit qu'on est vraiment très très semblable au point que ça en est un plagiat vraiment pur et simple, et ensuite 2 résultats où petit à petit on s'éloigne. Et l'évolution était donc un peu rassurante, parce qu'elle signifiait, comme l'avait confirmé techniquement un ingénieur qui se reconnaîtra, que l'apprentissage continu auquel se livraient les IA les amenait à apprendre sur de plus en plus d'images représentant des jeunes filles afghanes, ce qui aboutissait en quelque sorte à diluer la célébrissime photo et donc à réduire les risques de régurgitation. Et nous en étions là, et j'expliquais donc lors de mes formations qu'utiliser l'IA n'était jamais sans risque, qu'il fallait être très très prudent, prendre beaucoup de précautions, vérifier le contenu qui avait été créé pour voir s'il se rapprochait pas trop d'autres œuvres, par exemple à l'aide de moteurs de recherche inversés, etc., mais qu'il y avait malgré tout un espoir que ces risques se réduisent au fil du temps, grâce justement à cette dilution des œuvres préexistantes. Mais ça, c'était avant que je refasse un nouveau test exactement identique. Donc en décembre dernier, juste après avoir dispensé une formation sur le sujet, je me suis dit tiens mais en fait ça fait longtemps que j'ai pas testé ce prompt simple, Afghan Girl, et j'ai refait l'essai sur Midjourney, persuadé que j'allais aboutir à un résultat encore plus éloigné de la photo d'origine. Mais là, mauvaise surprise, Midjourney me ramenait quasiment à la case départ en m'affichant ceci. Alors par erreur j'ai laissé un ratio de 1/2, mais c'est pas grave, je vous laisse les visuels exactement comme il me les a proposés. Et ça se présentait comme ça, ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle. Donc j'invite quiconque à une explication technique à ce sujet à réagir en commentaire sous mon article dans le blog ou bien directement sous la vidéo sur la chaîne YouTube. Mais personnellement, je vais avoir du mal à expliquer ça au niveau juridique et il me semble qu'il s'agit vraiment d'une régression notable. Donc je suis curieuse de savoir ce que ça va susciter comme réaction de votre part, mais pour ma part, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Et dernière information sur le terrain des droits d'auteur, vous aviez peut-être écouté lors de sa sortie une interview que je vous avais proposée suite à l'entretien tenu avec monsieur Vincent L'Orphelin. Il s'agit de la vidéo 18 de cette chaîne intitulée IA, droits d'auteur et rémunération des œuvres préexistantes.
Et depuis lors, les travaux de Vincent L'Orphelin ont avancé dans le sens de la création du texte d'une future proposition de loi dont le but serait la création d'un organisme de gestion collective au niveau européen en vue de la rémunération équitable des titulaires des droits sur ces mêmes œuvres préexistantes. Il faut notamment signaler à ce sujet une intervention qu'il a faite lors d'une mission d'information de l'Assemblée nationale en vue d'expliquer le fonctionnement sur le plan légal et juridique, mais aussi un peu sur le plan technique, et c'est très très intéressant, de la structure dont la création est envisagée. Je vous invite vraiment à écouter cette intervention, je ne vais pas la reproduire ici, elle est un peu longue d'ailleurs, et à l'avenir par contre je reviendrai bien sûr sur cette belle initiative dès que les choses avanceront, et je remercie d'ailleurs déjà Vincent L'Orphelin qui me tient régulièrement informé. J'avais par ailleurs eu le plaisir de signer un appel collectif avec d'autres professionnels du droit à ce sujet. Donc je vous mets le lien de cette intervention devant la commission, la mission de l'Assemblée nationale sous ma capsule, et vraiment je vous invite à aller écouter ça si ça vous intéresse. Pour terminer, on va évoquer des questions de droit à l'image et de vie privée. Dans mon ouvrage, j'avais évoqué la question d'images captées à l'intérieur de véhicules Tesla et envoyées ensuite sur les serveurs du fabricant des véhicules. Pour certaines, ces images reproduisaient d'ailleurs des scènes très privées. Voici un petit extrait que vous trouverez en page 432 de l'ouvrage et contenant une citation d'un article d'un quotidien belge à ce sujet. Je cite mon propre ouvrage qui citait l'article de la Libre Belgique. En cause, la diffusion d'images capturées par les caméras embarquées de leurs véhicules par des employés de l'entreprise. Selon Reuters, qui a révélé l'affaire, ces derniers ont partagé durant plusieurs années sur des groupes de discussion des communications individuelles et vidéos compromettantes de clients. On le sait, Tesla intègre dans ses véhicules une myriade de caméras permettant de faire fonctionner l'autopilote en lieu et place de radar, d'actionner le pilotage à distance, le stationnement automatique ou encore de filmer les personnes suspectes qui s'approchent du véhicule. Mais voilà, toutes ces données visant à améliorer l'intelligence artificielle sont censées rester anonymes. En vain pour cette fois. Dans le cas présent, les données issues des caméras embarquées ont été détournées par des employés de l'entreprise. Il n'y a pas que des conversations individuelles qui sont concernées par ce détournement. Des vidéos compromettantes de clients ont aussi atterri sur les réseaux sociaux. Fin de citation. Ceci est donc un extrait d'un article du professeur Axel Leguet qui s'appelait « Vous n'imaginez pas tout ce que Tesla peut savoir sur vous » et qui était paru dans la Libre Belgique du 13/4/2023. Et donc cité dans mon ouvrage en page 432. Et je poursuivais dans l'ouvrage en disant « Le détournement était d'autant plus déplaisant pour certains usagers qu'il est fait état d'occupants de voitures se livrant à quelques galipettes très privées dont, bien sûr, ils ne souhaitent pas que les images circulent ensuite. » L'affaire est également évoquée sur le site de l'agence Reuters. Je cite à nouveau, « Le procès intenté par monsieur Henry Ye, un résident de San Francisco qui possède la modèle Y de Tesla, allègue que les employés de Tesla ont pu accéder aux images et aux vidéos de leur divertissement de mauvais goût et délictuel et l'humiliation de ceux qui ont été enregistrés subrepticement. Comme tout le monde, il a été scandalisé par l'idée que les caméras de Tesla puissent être utilisées pour violer la vie privée de sa famille, que la Constitution californienne protège scrupuleusement. » Fin de citation. Et le but de ces procédures, comme je le mentionnais également dans l'ouvrage, c'était d'interdire à Tesla de poursuivre son comportement illicite, y compris de violer la vie privée des clients et d'autres personnes, et d'obtenir des dommages et intérêts punitifs. Et à cette époque, donc courant 2024, j'avais parlé de ça à quelques contacts qui avaient souri tout en se rassurant sur le thème « Oui bon, ça va, erreur de jeunesse, ça devrait vite s'arrêter, ça va être corrigé ». Aujourd'hui, on voit pourtant que le problème, s'il ne semble plus venir des véhicules électriques haut de gamme, est identique et en lien cette fois-ci avec l'utilisation de lunettes connectées beaucoup moins chères et donc potentiellement beaucoup plus répandues, et notamment les lunettes Ray-Ban Meta et équivalents. Et j'ai posté ces derniers mois sur mon blog et sur les réseaux sociaux une série de liens vers des articles à ce sujet. Outre l'utilisation souvent totalement illégale que font les acheteurs de ces lunettes, on note à présent que les images sont envoyées, entre autres, chez un sous-traitant kényan de la société Meta. Alors en termes de vie privée et de droit à l'image, c'est évidemment totalement préoccupant. Alors je ne vais pas reprendre toutes les informations en détail, mais je vous suggère réellement de suivre mes comptes Facebook, là c'est la page droit et photo, et le compte LinkedIn, où je n'ai qu'un seul compte qui est ouvert à mon nom et prénom, où je relaye ce genre d'infos quand je tombe dessus. Lisez surtout à ce sujet un article que j'avais publié sur mon blog le 3 octobre 2024 sous le titre « Meta et Ray-Ban fournissent le hardware d'un engin gravement liberticide ». Là, il s'agissait d'un ajout qui avait été fait par un utilisateur sur des lunettes Ray-Ban Meta permettant de fouiller en temps réel les bases de données des réseaux sociaux pour identifier immédiatement l'identité de toute personne croisée qui aurait elle-même partagé des photos d'elle sur ces mêmes réseaux sociaux.
Parfois, il est aussi question de parades techniques. La technologie allant toujours plus vite que le droit et la façon de le faire respecter, certains ont d'ores et déjà créé une application mobile dont je parlais il y a quelques jours, qui scanne en permanence l'entourage lorsqu'elle est activée, à la recherche de dispositifs contenus dans ses lunettes. Mais bref, on n'a pas fini de rire donc. Et tous ces enjeux sont évidemment longuement développés dans mon livre. Je remets également le lien du livre et de sa table des matières complète sous cette vidéo. J'espère que tout ceci vous aura intéressé. Je vous promets très bien, comme je l'ai souvent fait, de poster plus de vidéos, d'être plus régulière, etc. Mais je m'aperçois qu'il est vraiment difficile de tout concilier. Et pour l'instant, j'essaie d'avancer en parallèle sur les 2 ouvrages que je rédige de façon simultanée. Donc, je vais plutôt vous promettre de revenir dès que je peux. Ça, au moins, je suis sûre que je pourrai le tenir. Merci, à très bientôt. Au revoir.